passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre Non, oui, pour moi, oui. de Zineb Souleimani. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride, un espace qui n'épuise jamais la question. Le festival Circulation met la lumière sur la jeune photographie émergente en activant une veille permanente sur tout le territoire européen. Un festival porté par le collectif Fêtard, un collectif discret et dévoué au service d'artistes encore peu connus, encore peu visibles. J'ai eu envie d'en savoir davantage sur ce mode de curation collégiale en invitant 2 membres du comité artistique. Marie Guillemin et Clara Chaloux sont 2 des 10 curatrices que compose le comité artistique au sein du collectif Fêtard. Elles seront mes invitées dans la seconde partie de l'épisode. Mais d'abord, ma rencontre avec Livia Melzi, une des artistes invitées de l'édition 2022 du festival Circulation. Livia Melzi présente Études pour un monument Tupinamba, un chapitre d'un projet tentaculaire qu'elle mène entre le Brésil et la France. Objet symbolique de la tribu Tupinamba, les manteaux Tupinamba étaient portés à l'occasion des rituels anthropophages jusqu'à ce que le colon ne s'en empare et les ramène en Europe, vidant petit à petit la tribu de son identité et de sa capacité à durer. Aujourd'hui, seulement 11 manteaux Tupinamba existent encore et tous sont conservés dans des musées ou institutions européens. Livia Melzi s'est lancée dans un projet monumental d'aller taper à toutes les portes des institutions propriétaires aujourd'hui de ces manteaux afin de créer de nouvelles images, à faire circuler, à faire voyager, à restituer. Est-ce que la photographie peut-elle permettre une forme de restitution ? Qu'est-ce que permet la circulation des images créées par Livia Melzi ? Quel nouveau récit peut être donné à travers cette nouvelle circulation ? Livia Melzi, vous êtes l'une des 30 photographes présents dans l'édition 2022 du Festival Circulation, organisé par le collectif Fêtard. Avant de revenir sur le travail que vous présentez ici, il faut dire que la photographie n'est pas votre formation initiale. Vous êtes d'abord diplômée en études océanographiques au Brésil où vous êtes née. Comment passe-t-on d'océanographe à photographe ? Donc ça, c'est la question que beaucoup de gens me posent. Comment j'ai passé de l'océanographie à la photographie, mais en fait, j'ai jamais passé. Il n'y a jamais eu de transition parce que j'ai commencé la photographie beaucoup avant. J'ai eu mon premier appareil photo, j'avais 8 ans. Et depuis, j'ai toujours eu la pratique de la photographie. Et à 18 ans, j'ai décidé de faire des études scientifiques parce que j'aimais beaucoup aussi la biologie, la chimie, la physique. Et à 27 ans, j'ai repris mes études en photographie une fois que je suis arrivée en France. Justement, en 2014, vous répondez à un appel à candidature pour participer à une résidence à l'École nationale supérieure de photographie d'Arles. Vous prenez goût à la France, visiblement, et vous décidez de vous y installer. Et vous poursuivez ensuite des études de photographie et d'art contemporain à Paris 8. Quels sont les thèmes qui guident votre recherche à ce moment-là ? Je pense que quand j'ai commencé la photo à Arles, en tant que résidente, j'avais déjà fait des études en photo au Brésil. Et j'ai essayé plein de choses différentes, plein d'esthétique et des thématiques. C'était vraiment un parcours école de recherche. Juste au moment que j'ai compris que tout mon intérêt, mon univers, il était vraiment scientifique. Je ne pouvais pas laisser de côté ces regards directs et cartésiens, on peut dire, de la vie, de toutes les thématiques qui me traversent. Et mes premiers projets plus concrets, ça commence en regardant les images des naturalistes, donc des naturalistes français, la plupart, qui partent au Brésil au 19e siècle et qui vont faire une quantité d'images, des aquarelles, des dessins et qui vont vraiment commencer à décrire le territoire brésilien. Et c'est en posant mes regards sur ces archives que je commence à comprendre les sujets que j'aimais bien mettre en question ou quelle façon j'aimerais bien utiliser la photographie, de quelle façon, quelle esthétique suivre. Depuis, vous exposez dans plusieurs salons, galeries et festivals. Vos expositions sont à chaque fois différentes, mais donnent en creux
à lire les mêmes questionnements autour de l'archive, de la transmission du savoir, autour des rapports qui guident la production, la circulation et la conservation des images, autour des mécanismes aussi de domination qui peuvent peut-être des fois être en jeu. Récemment, vous avez remporté le premier prix au Salon de Montrouge pour votre travail « Qu'il était bon, mon petit français ». Un des chapitres, je crois, d'un projet plus large que vous menez entre le Brésil et la France. Ici, au Festival Circulation 2022, vous présentez un autre chapitre que vous avez intitulé « Études pour un monument Tupinamba ». Un travail tentaculaire, donc, qui ne cesse de s'enrichir au fil de vos recherches autour des manteaux Tupinamba. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce travail et l'histoire de ce manteau ? Oui, avec plaisir, voilà. Donc toutes ces dernières années, c'est toujours le même projet, mais comme vous avez bien dit, c'est un projet tentaculaire. J'ai beaucoup aimé ces mots, parce que c'est vrai. Moi, je pense en chapitres, et donc pour le Salon de Montrouge, j'ai présenté un chapitre, et pour le Festival Circulation, j'ai décidé de faire un pas arrière. Je ne sais pas si on dit ça en français, je pense, mais de venir un peu arrière pour présenter aux gens de quoi je parle, le vrai sujet, le sujet central de cette grande recherche que j'amène depuis 4 ans. Donc l'histoire, toute cette grande recherche, la parle de l'histoire de 11 manteaux Tupinamba. C'est des manteaux en plumes d'ibis rouge. Donc c'est un oiseau qu'on a dans la côte du Brésil. On avait beaucoup. Aujourd'hui, on a encore, mais un peu moins. C'est un cousin du flamingo, qu'on trouve en Camargue, par exemple. C'est des manteaux en plumes qui sont arrivés du territoire brésilien au début du XVIe et XVIIe siècle, à partir du XVIe siècle. Et chaque manteau a une histoire, a une identité. Moi, je connaissais cette histoire déjà. Je pense que c'est des artefacts qui font vraiment partie de l'imaginaire brésilien, qu'on apprend à l'école, on écoute parler, on entend les histoires autour de ces objets. Mais moi, je ne savais pas à quoi ils ressemblaient. Moi, comme tous les Brésiliens, parce qu'il n'y a aucun manteau au Brésil. Ils sont tous les 11 manteaux en Europe. Donc depuis 4 ans, le centre de ma méthodologie, c'était vraiment de faire une recherche pour savoir où ils sont, chaque manteau, pourquoi ils sont dans chaque institution, et de faire une demande à chaque musée, bibliothèque, collection, pour aller faire ces rencontres avec cet artefact. Et donc c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps aussi, parce qu'il y a toute une relation humaine et bureaucratique énorme qui prend place. Je précise juste que c'est donc 11 manteaux. Vous avez constaté qu'ils étaient tous en Europe au sein de musées, au sein de collections. La plupart sont dans des musées. Il y a un qui est dans une bibliothèque. Il y a un qui est dans une basilique. Voilà, au sous-sol d'une basilique en Italie. Donc moi, je commence cette recherche d'une façon avec une question, une envie très simple. C'était vraiment de faire un portrait de chaque manteau dans son endroit contemporain, là où il est aujourd'hui, dans son endroit de conservation. Donc quand on regarde les images, on voit j'essaye vraiment de garder le dispositif muséal qui conserve chacun de ces manteaux. Que ce soit des tiroirs, ça sera des supports ou une vitrine. Voilà, on a plusieurs vitrines différentes. Donc pourquoi je m'intéresse à ces manteaux en plumes ? Une fois que je ne suis pas indigène, je suis une femme blanche, c'est parce que c'est des manteaux qui sont partis déjà du Brésil au tout début de la colonisation, et c'est des manteaux qui étaient utilisés pendant les rituels anthropophages. Et l'anthropophagie, le mot anthropophagie, il traverse toute l'histoire de l'art au Brésil, surtout depuis le modernisme brésilien, depuis la Semaine de l'art moderne en 1922. Donc en 2022, on a le centenaire de cette Semaine de l'art moderne qui était marquée par une des grands objets qui ont été construits à partir de cette semaine, c'était le manifeste anthropophage de Oswald de Andrade. Donc il y a eu toute une recherche artistique liée surtout à la littérature et à la poésie qui parle de ces manteaux et qui revient à cette tribu Tupinamba qui n'existe plus, qui était complètement exterminée, et qui à partir de l'anthropophagie va vraiment construire un imaginaire et une esthétique brésilienne. Donc c'est pour ça que tous ces mots anthropophagie, les manteaux Tupinamba, les musées, c'était des mots clés qui m'ont poussé à continuer le projet et à finir, à suivre ces 11 manteaux. Dans votre recherche, puisque c'était un imaginaire qui a été nourri dans votre éducation, comme vous le précisiez à l'école,
par ces objets-là, par l'histoire de cette tribu indigène auquelle appartenaient ces objets, il vous fallait presque créer des images qui correspondaient à l'imaginaire qui s'est nourri, mais qui ne trouvait pas d'images correspondantes au Brésil. Il fallait aller chercher pour construire ces images-là pour vous. Et je pense qu'on peut passer par cette idée de construction, voilà, ces constructions de ces images, pour savoir qu'est-ce que c'est. Mais plus que faire les images, c'était pour moi le plus important de faire circuler ces images. Je pense que ça, c'était un moment clé aussi dans le projet, que c'était le moment que j'ai commencé à envoyer ces images au Brésil, à montrer à mes amis, à faire circuler dans les festivals, parce que la plupart des manteaux Tupinamba, ils ne sont pas exposés. Parmi la collection, il n'y a que 3 des 11 manteaux qui sont exposés de façon permanente par le musée, et tout le reste enfermé à 7 clés, comme on dit au Brésil, dans les réserves des musées. Donc c'était vraiment pour moi important, surtout dans les moments politiques qu'on vit au Brésil aujourd'hui. On a vraiment une politique complètement violente avec la communauté indigène. Pour moi, c'était important de soulever ces symboles de force qui c'est à nous. C'est à nous, je me considère brésilienne, mais c'est au Tupinamba, et qui sont ici, finalement, enfermés, et qui font partie des collections, qui sont des objets très, très précieux de collection. C'est donc un manteau qui a été porté par la tribu indigène Tupinamba lors de rituels anthropophages, comme vous disiez, confectionné à partir de plumes aux couleurs flamboyantes, et qui se trouve aujourd'hui chargé d'une forte symbolique, en tout cas que vous voulez réactiver. Quelle était la fonction de ces objets au sein des tribus ? Moi, j'aime beaucoup cette question, parce que la réponse, c'est une réponse européenne. Tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est l'histoire de la colonisation partout. En fait, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est des récits européens. Donc moi, toute l'histoire que je vous raconte, c'est des histoires que j'ai lues dans les livres de Jean de Léry. C'était un missionnaire français qui a vécu avec les Tupinamba. C'est en lisant Rundstaden, c'était un Allemand qui a vécu avec les Tupinamba. C'est en lisant Métro, qui c'est un Français qui a étudié, qui a fait beaucoup d'études sur les manteaux Tupinamba. Donc c'est vraiment un récit européen. Les images qu'on a, qui nous expliquent, qui documentent un peu l'utilisation des manteaux Tupinamba, elles sont aussi faites par les Européens au XVIe et XVIIe siècle. Donc jusqu'aujourd'hui, l'histoire des manteaux Tupinamba, comme l'histoire de beaucoup d'artefacts qui arrivent en Europe, c'est des histoires européennes, c'est des récits européens. Donc la réponse que j'ai pour votre question, c'est qu'ils étaient utilisés pendant les rituels anthropophages. Pour les indigènes, c'était comme un portail pour accéder à une autre cosmologie et pour faire circuler l'énergie sociale de la communauté. Moi, depuis que j'ai commencé à lire et que j'ai parlé avec beaucoup de gens, des historiens, des anthropologues par rapport à cette collection d'artefacts, je comprends qu'amener ces objets en Europe, c'était aussi un projet politique pour exterminer cette tribu, qui était une tribu guerrière. Donc sans les manteaux Tupinamba, ils ne pouvaient plus faire les rituels anthropophages, donc ils n'avaient plus d'identité. Et ils ne pouvaient plus s'identifier comme rien. Ils n'avaient plus de notions sociales. Et j'imagine qu'ils étaient exterminés très facilement avec ce geste. Donc le fait que cette collection elle est en Europe aujourd'hui, ça nous raconte aussi un projet politique qui continue encore aujourd'hui. C'est un geste récurrent. Ici, à l'espace qui vous est dédié au Festival Circulation, on reviendra sur la scénographie et sur la composition, et notamment sur l'éclairage. Mais là, nous sommes toutes les deux face à 7 photographies, à 7 de vos photographies de ces différents manteaux. Je devine que voilà, il y a eu ces mises en scène dans les musées où ils sont accueillis. Est-ce que vous pouvez nous présenter les lieux où vous avez composé, créé vos photographies de ces manteaux, et pourquoi il n'y en a que 7 alors que vous aviez précisé 11? Ah oui, donc on a 7 exposés parce que les 11, les 3 autres qui manquent, ils sont dans la réserve du musée de Copenhague, le musée national. Et depuis que j'ai commencé le projet, donc en 2018, j'essaye d'accéder à cette réserve et pour l'instant, c'est impossible. Mais je continue à insister parce que je pense qu'un jour, ils vont me laisser, ils vont dire « Ok, allez, vas-y ». Mais c'est pour ça qu'il manque encore un grand manteau qui est dans la réserve et 2 petites manteaux qui, je sais pas comment on dit ça, c'est comme des bonnets qui vient que dans la tête. Une étoffe sur la tête, un espèce d'étoffe.
Comme un petit chapeau, voilà. Mais c'est pas des grands manteaux. Pour cette collection des grands manteaux, il manque que un. C'est ces grands manteaux qui étaient faits sur mesure pour le roi de Danemark à l'époque et qui restent conservés dans la réserve de musée de Danemark. Donc pour vous présenter, on peut aller ensemble. Donc la première photo ici, c'est le manteau qui est conservé à la réserve du musée de Quai Branly. C'était une des institutions plus compliquées aussi d'accéder. J'ai pris plus d'1 an pour avoir l'autorisation. Et c'était vraiment une expérience assez atypique par rapport aux autres images. Parce qu'il y avait un agent de sécurité à côté, il y avait les commissaires à côté. Et comme toutes les autres, j'ai signé beaucoup de papiers. Et ça, je pense que c'est un point très important quand on parle de la photographie, si on commence à venir vers la photographie. C'est que moi, j'ai réalisé en faisant ces projets que les musées, ils ne sont pas que propriétaires de manteaux Tupinamba et des autres artefacts, ils sont aussi propriétaires des images. Chaque fois que je montre cette collection d'images, il faut que je dise à chaque institution. Ils sont toujours au courant comment, pourquoi ces images sont montrées. Et ça, je trouvais assez impressionnant comment il y a le pouvoir avec l'objet, mais il y a aussi toute la question de pouvoir liée à la circulation des images de ces manteaux. Voilà, donc là c'est le Quai Branly qui ont une collection d'archives magnifiques sur le manteau Tupinamba. Je vais venir aux archives plus tard. À côté, on a le musée de couture de Bâle en Suisse, le musée d'ethnographie et histoire naturelle de Florence. Ça, c'est une des manteaux qui sont toujours exposés en salle. Là, nous sommes au sous-sol de la basilique de San Lorenzo, à Florence aussi. Là, on a le manteau qui est exposé dans la salle Amérique au musée de Cinquantenaire à Bruxelles. Je pense qu'ils ont changé le nom, c'est le musée d'histoire maintenant. Là, c'est la bibliothèque Ambrosione à Milan, en Italie. Et le dernier, c'est le manteau qui est exposé dans la salle Amérique du Sud à Copenhague, en Danemark. Et je crois que tous ces manteaux, tous les objets ne sont pas tous exposés en collection permanente ou visible. Vous avez dû ressortir certains objets pour les mettre en scène pour votre prise de vue. Oui, il y a parmi toute cette collection, il n'y a que 3 qui sont exposés de façon permanente. Donc le reste, ça, même s'ils sont dans un dispositif comme à Milan, il est dans un dispositif d'exposition, dans une vitrine, mais il n'est pas ouvert au public. Donc il faut faire une demande pour accéder à cette pièce. La chose que j'ai ressortie, la collection que j'ai ressortie, c'est les archives. Parce que là, on peut dire que c'est le premier chapitre. Moi, je considère ça, c'est vraiment le premier chapitre. Le deuxième geste que j'ai fait avec ces projets, c'était d'aller dans les archives de chaque institution. Donc là, c'était vraiment un deuxième pas, une deuxième demande de photographie. Donc j'ai signé encore plus de documents. Et petit à petit, comme c'est des artefacts qui sont arrivés avant l'invention de la photographie, j'ai réalisé petit à petit en photographiant les images faites par chaque institution qu'on peut raconter l'histoire de la photographie à travers ces archives. Ça, je trouvais assez impressionnant parce que je n'avais jamais vu un objet brésilien qu'on pouvait vraiment voir toute l'évolution de la technique photographique à travers un seul objet. C'est pas un seul objet, mais c'est le même objet toujours. Et donc à Bâle, par exemple, on a des plaques en verre du début du siècle. On a de négatifs moyen format, grand format. Au Quai Branly, on a plein de fiches noir et blanc, argentiques. Mais on a aussi une collection de diapositifs magnifiques des années 80. Et voilà, et comme ça, c'est une deuxième collection que j'ai fait. Donc j'ai fait une photo d'une photo à chaque fois. Ouais, parce que les musées, ils ont l'habitude pour archiver, pour conserver, pour suivre cette conservation, ils ont l'habitude d'utiliser la photo comme un outil de conservation, voilà, pour documenter l'état de chaque pièce. Et il y a toute une esthétique que moi j'aime beaucoup et que je reprends en fait cette esthétique scientifique très froide, directe, frontale. Je reprends un peu. En fait, c'est pour vraiment mettre en évidence ces regards très directs et très froids de chaque pièce. Et là, on parle des pièces qui sont liées à la colonisation, qui sont liées à l'anthropophagie, qui sont liées à une religion mystique qui n'existe plus. Donc il y a plein de subjectivités
et de violence derrière chaque objet. Et j'ai choisi quand même de reprendre ces regards scientifiques que chaque musée fait à chaque fois avec les manteaux, avec tous les objets de musée qui sont conservés et reprendre dans chaque portrait. Donc c'est pour ça qu'on a des images très directes et très froides, si on peut dire comme ça. Oui, c'est ça, il faut préciser que vous les avez entre guillemets mis en scène, ces objets, pour les prendre en photo. Enfin, il y a une installation, il y a un éclairage particulier à chaque fois. Est-ce que vous étiez libre de cette mise en scène-là ou vous étiez guidé ou dirigé un peu par les équipes des musées? Non, jamais. J'étais jamais guidée et parfois aidée. Mais en fait, non, il n'y a pas de mise en scène. C'est vraiment... l'idée, c'était vraiment de garder la réalité, si je peux dire que je ne crois pas que la photographie prend la réalité, mais de poser un regard, d'utiliser la photographie de façon plus directe possible pour mettre en évidence les manteaux, mais aussi pour avoir un support visuel pour tous ces discours qui nous sommes en train de faire maintenant. Et je pense qu'il a le discours et l'histoire derrière ces images qui sont très intéressants. Et parfois, je me pose la question, bien sûr, comme artiste, je me pose plusieurs questions avec ce projet, de les statuts de ces images. Et je ne sais pas, il y a plein de réponses différentes qui m'y traversent. Parfois, je me dis, bon, c'est des documents contemporains. Parfois, je me dis, c'est une œuvre d'art. Parfois, je me dis, c'est un support d'un discours. Et je pense que c'est tout ça à la fois. Chacune de ces images et la collection ensemble. Là, je pense au musée imaginaire. Je pense que pour moi, c'est très... ça me fait plaisir à chaque fois que je mets cette collection de photos ensemble parce que les manteaux, ils vont jamais être ensemble, en vrai. Donc la photographie, c'est à travers la photographie que ces objets peuvent se réunir enfin pour quelquefois pendant des expositions, mais ils peuvent être ensemble dans les espaces d'exposition. Pour revenir justement à cet espace-ci d'exposition où vous êtes installé pour le festival Circulation, c'est un espace qui a un couloir, on peut dire, relativement sombre, qui relie 2 salles d'exposition. Il y a un choix précis de la lumière pour éclairer les œuvres présentées. Cette photographie dialogue avec ce tableau d'Adrien Anmanki, le portrait de Mary Stewart. Pourquoi vous avez fait le choix de faire dialoguer votre travail avec ce tableau et pourquoi dans cette lumière? Ouais, pour parler de la scénographie, moi, je travaille toujours, je suis sur place tous les temps pour les montages. Et je pense que pour le festival Circulation, l'équipe, elle ne peut plus me voir parce que j'étais là du premier jour de montage jusqu'à l'ouverture. Et je fais ça parce que j'aime bien observer les œuvres qui sont à côté de moi. Comme le festival Circulation, nous sommes 30, comme vous avez dit au début. Et je ne savais pas exactement les artistes qui étaient à côté de moi. La plupart des choix, j'ai travaillé avec une scénographe, on avait une maquette et tout, mais il y a eu des choix qui ont été décidés au dernier moment et qui ont été prises vraiment par rapport aux artistes qui sont à côté. Donc moi, j'ai pris la décision, par exemple, de mettre une lumière très basse, de faire les murs tout noirs, de mettre une moquette. Donc quand on rentre, on a cette sensation physique de la moquette sur le pied et de la lumière très basse et tout est très silencieux et un peu lourd quand même, pour nous amener dans cet imaginaire muséal. Donc un endroit de silence, pas que visuel, mais aussi un silence, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. C'est les points de lumière et le noir. Donc là, par rapport à la scénographie, il a eu ces choix très silencieux pour faire comme une pause par rapport au reste de l'exposition. Qui est très coloré, qui a beaucoup de thématiques et de sons. Et moi, j'avais envie de proposer cette pause parce que c'est un sujet très lourd. Il y a beaucoup de couches derrière. Et moi, j'ai besoin de compter sur la patience des gens qui viennent voir l'exposition, de s'arrêter ici, de lire le poème, de lire le cartel, de regarder chaque image, de se poser plein de questions. Il y a un temps pour rester dans cette salle, même s'il n'y a pas beaucoup d'images. Et pour répondre à la question du tableau, pour le festival Circulation, donc j'ai décidé de présenter le projet, de présenter au public le tout début du projet, qu'est-ce que c'est les manteaux Tupinamba, où ils sont, et de raconter une histoire européenne de ces manteaux. Parce qu'il y a aussi une histoire brésilienne de ces manteaux, contemporaine et ancienne, que je peux vous raconter après si vous voulez. Et en fait, ces tableaux, c'est une photo très récente que j'ai prise. C'est le portrait de Mary Stewart, la reine d'Écosse. Et ce tableau qui est très grand, il est à La Haye, aux Pays-Bas, dans un musée qui s'appelle Mauritshuis. Donc Mauritshuis, c'était la maison de Johann Maurits. Et
je suis allée voir c'est qui ces personnages, mais je le connaissais déjà au Brésil. Johann Mauritz, c'était le gouverneur du Brésil au XVIIe siècle. Et c'était un Allemand qui travaillait pour les Pays-Bas. Et il était gouverneur du nord-est du Brésil, de la région de Recife. Johann Mauritz, il avait un cabinet de curiosités incroyable. Et lui, il est un des responsables pour amener les manteaux tupinambá en Europe, à travers son cabinet de curiosités. Donc aujourd'hui, dans son musée, dans le musée, c'est sa maison qui devient son musée, il y a ce tableau de Mary Stuart, que j'étais très étonnée de rencontrer cette image, parce que ça nous montre comment cet artefact lié à un pouvoir indigène au Brésil, au XVIIe siècle, quand le tableau était fait, il nous montre que l'artefact il continue à circuler dans la société de pouvoir. Ça continue à circuler dans l'aristocratie européenne. Donc on a le portrait post-mortem de Mary Stuart, et elle est rétratée, on peut dire ça en français, comment on dit ? Elle est présentée. Elle est présentée, donc il y a ce portrait de Mary Stuart qui est présenté en utilisant un manteau tupinambá. En étant drapé. Voilà, en étant déguisé d'Amazone, on va dire comme ça. Et j'ai trouvé assez intéressant parce que une fois que j'ai trouvé ces tableaux, j'ai trouvé un deuxième qui est en Allemagne, donc c'est un diptyque en fait ces images. Il manque une autre image qui montre Sophie de Palatinat, c'était une aristocrate allemande qui pour son anniversaire, a aussi fait un portrait en utilisant un manteau tupinambá. Donc là, pour ces couloirs, j'ai vraiment proposé au public de faire une première rencontre avec l'histoire des manteaux tupinambá, avec cette série de portraits, mais aussi de raconter une histoire visuelle européenne de manteaux, qui va être en parallèle complémenté, on peut dire, par un poème qui est un peu silencieux dans la salle. J'ai choisi de ne pas mettre de lumière, et c'est vraiment, je fais exprès de le laisser vraiment en silence à côté. C'est un poème d'un grand poète brésilien vivant, Edmilson de Almeida Pereira, c'est un grand poète que j'aime beaucoup, qui a accepté l'invitation de prêter son poème pour cette salle d'exposition. Et c'est un poème qui s'appelle De Retour sur le soleil, qui est écrit a priori au début en portugais, qu'on a traduit, et qui va nous raconter un peu cette histoire, qui va nous parler un peu de l'imaginaire brésilien par rapport au manteau tupinambá et tout ce qui reste au Brésil par rapport à cette histoire. Donc c'est un peu... j'ai laissé vraiment le poème en face de ces images pour faire un contrepoint, un autre point de l'histoire brésilienne, pas l'histoire européenne qu'on voit dans la photographie. Exilés dans un continent où les grands-mères, pour aller au cinéma, tiennent leurs petits-enfants dans leurs jurons. Les manteaux reflètent sa nature. Une urne argile en territoire de neige. Autour du verre, des langues tissent en silence, par respect ou par mépris. Je ne sais rien, nous le savons. Parmi ceux qui ont filé le manteau, un chant se prolonge, étrange à sa séquestration. Sur la terre désolée, un oiseau vole. Dans un film ethnographique, il appelle ses coupables par leur prénom. Y aurait-il face à cela assez d'os à lancer contre le verre? Les manteaux tupinambá est un nid dans l'obscurité du monde. Il respire sa rage dans un océan de miroirs. Est-ce que vous savez s'il reste des descendants de la tribu Tupinambá et s'ils ont connaissance de l'existence de ces manteaux-là en Europe, de ces derniers exemplaires de manteaux en Europe, et comment il y a peut-être un besoin ou une envie de restitution. Aujourd'hui, cette question-là, elle est d'actualité, notamment vis-à-vis de l'art africain ou d'ailleurs, c'est aussi une question brûlante, j'imagine. Oui, il y a des descendants Tupinambá. Moi, je ne savais pas au début du projet. Je découvre en 2020. J'étais contactée par une commissaire à Bahia qui m'a présenté Glycélia, qui c'est une descendante Tupinambá. C'est une femme incroyable. Elle est artiste, elle est leader communautaire, elle est mère, elle est plein de choses, elle a mon âge. Glycélia, depuis quelques années, elle est vraiment dans un mouvement avec sa communauté. Ils sont 200, 250 à Serra do Padeiro, à Bahia. Elle est dans un mouvement pour reprendre l'identité Tupinambá.
qui était perdu. Voilà. Et un de ces gestes, c'était de réapprendre à faire les manteaux Tupinamba. Et par hasard, ou par chance, je ne sais pas, Célia a croisé quelques images d'archives que j'ai prises des musées. Ces images ont été utilisées dans un ensemble d'autres images, mais aussi des récits, parce qu'elle a parlé avec beaucoup de gens aussi. Et Glycelia, elle a repris le savoir-faire de Manto en regardant les images et en parlant avec les gens. Et si on parle de restitution, ça je trouve que c'est quelque chose que j'attendais pas du tout au début du projet et qui m'a donné beaucoup de force pour continuer cette histoire et ces projets. C'est qu'il y a toute une question de restitution liée à la photographie. Donc là, c'est la photographie qui va restituer un savoir-faire. Et Glyceria, depuis 2020, elle a déjà fait 3 manteaux qui ont, comme j'avais dit, il y a une vie brésilienne aujourd'hui, une histoire brésilienne de ces manteaux. Là, on voit sa vie européenne, mais il y a toute une vie contemporaine en train de s'écrire aujourd'hui au Brésil. Et donc en septembre, je pars là-bas pour aller à cette communauté, pour parler un peu avec Célia et pour comprendre aussi, essayer d'observer, de comprendre la place de ces manteaux aujourd'hui. Parce que je pense qu'ils sont plus anthropophages, mais peut-être, je ne sais pas. Ça m'étonne beaucoup quel rôle politique, social cet artefact va gagner, va avoir. Et je pense que ça sera un très très beau nouveau chapitre pour cette histoire, mais qui appartient maintenant à Célia. C'est à elle de vivre parce que c'est un artefact qui appartient à sa communauté, à son ancestralité, à sa religion. Donc c'est vraiment quelque chose qui... Rencontrer Célia, ça m'a libérée aussi de cette thématique. Ça m'a fait comprendre mon rôle de médiatrice. De vraiment être une femme blanche avec plein de privilèges, de pouvoir entrer dans les musées, dans les archives de musées plusieurs fois, de voir en vrai chacun des manteaux, mais aussi d'avoir ces pouvoirs, entre guillemets, d'enlever ces images des archives et de faire circuler ces images. Et c'est dans cet emplacement que je me trouve aujourd'hui et que ça me convient très bien. Je pense que ça me suffit, vraiment. Et je retrouve dans les salles des expositions Marie Guillemin et Clara Chaloux, 2 curatrices du comité artistique du collectif Fêtard. Marie Guillemin et Clara Chaloux, vous faites partie du comité artistique du collectif Fêtard, le collectif organisateur du festival Circulation ici au 104. Est-ce que l'on peut commencer par présenter le collectif ? Alors le collectif Fêtard, c'est un collectif qui existe depuis 2005, qui a été créé par une bande de filles qui se sont retrouvées à faire un état des lieux où en fait la photographie émergente n'avait pas de place. C'était il y a 15 ans, donc c'était véridique. Et elles avaient envie de trouver des espaces pour représenter cette photographie et accompagner des jeunes photographes en début de carrière. Et donc ça a commencé par plein de petits pop-up d'expositions un peu partout, dans des endroits, c'est allé dans des caves, dans des maisons, dans la rue, enfin c'était vraiment là où il y avait de la possibilité et ça a grossi, ça a pris de l'ampleur, elles ont su trouver les bons lieux, les bons photographes, la bonne énergie qui caractérise le collectif. Et en 2011, il y a eu la possibilité de créer le Festival Circulation, qui est le festival de la jeune photographie européenne, dont on est aujourd'hui dans les murs et qui ouvre sa 12e édition. C'est plusieurs expositions par an dans toute l'Europe et c'est cet engagement pour la photographie émergente et cette niaque du collectif d'être entouré de bénévoles, d'un comité artistique dont on va reparler plus précisément et de cette envie de défendre les artistes avant tout et de leur donner des moyens d'exposer. Et vous deux, Marie et Clara, vous faites donc partie du comité artistique. Quel est le rôle du comité au sein du collectif et comment vous l'avez composé ? Je crois comprendre que vous n'êtes pas toutes curatrices de métier. Alors effectivement, le comité artistique est un petit peu une entité dans le collectif au global. Son rôle principal est de sélectionner les artistes qui sont exposés ensuite durant les expositions, de faire les scénographies, d'accompagner ces artistes aussi pour développer leurs projets, de faire de la prospection énormément, voir ce qui se passe ailleurs, essayer de trouver des nouvelles façons de montrer les projets également, des nouvelles façons de les exposer et créer aussi des partenariats avec d'autres pays, d'autres institutions pour permettre à tous ces projets artistiques qu'on défend d'être les plus visibles possibles.
possible. Et si on peut revenir sur la composition et les backgrounds, je dirais, de chacune d'entre vous, parce que je crois comprendre aussi que vous êtes toutes donc des femmes qui composent exclusivement le comité. Oui, effectivement, on est 10 curatrices. On a toutes des parcours différents, c'est ce qui crée aussi notre richesse. Certaines ont démarré tout de suite en tant que curatrices indépendantes, d'autres ont eu des parcours un peu différents, voire certaines ont d'autres métiers à côté. Ce comité artistique s'est vraiment créé naturellement. Certaines ont monté le festival ou ont monté même Fêtard à une époque. D'autres sont arrivées en cours de route. Moi, par exemple, je suis arrivée il y a 7 ans maintenant, donc c'est ma 7e édition du festival. Et puis, au fur et à mesure, on a pris de plus en plus d'engagements et des engagements artistiques aussi au sein du collectif qui nous ont permis d'intégrer le comité artistique. Et c'est vrai que la composition uniquement féminine, elle est extrêmement naturelle en fait. Je pense que c'est lié au fait qu'on est toutes bénévoles, donc peut-être qu'il y a plus de femmes dans le bénévolat ou dans la culture, je sais pas, il y a peut-être quelque chose lié à ça. On n'arrive pas vraiment à savoir ce qui a amené cet aspect, vraiment cette caractéristique importante de notre comité. Mais c'est vrai que en tout cas, ça amène une énergie, ça amène une couleur aussi à ce qu'on fait, à ce qu'on choisit, à ce qu'on sélectionne, je crois parfois. Et c'est très enrichissant de travailler les unes avec les autres de façon complètement horizontale comme on le fait ici. Et comment se passe pour vous le travail dans un festival comme celui de Circulation ? Comment les thématiques se décident et quels principes guident vos choix pour composer cette sélection que vous nous donnez à voir ? Alors on a un principe de sélection qui est assez diversifié parce que ce qu'on a un peu comme credo dans notre direction artistique, en fait à l'image de notre collectif, c'est d'avoir une pluralité des regards et donc aussi une pluralité des accessibilités pour découvrir des artistes. Déjà ce qu'on disait, c'est qu'on est 10, donc on est 10 à chercher tout le temps un peu partout, à faire de la veille, à avoir la chance de faire des lectures de portfolio, d'aller à la rencontre d'artistes, de festivals, etc. Donc là on est directement en contact avec les photographes et la photographie, donc on va découvrir des talents comme ça qu'on va amener et des artistes qu'on va inviter et qu'on va proposer à l'ensemble du collectif. Donc tous les ans on a cette volonté cette réunion où on présente un peu nos coups de cœur de l'année et on vote. Ça amène des grands débats comme toujours, mais c'est la beauté du collectif. Et on vote de ceux qui seront exposés à Circulation. Et puis il y en a parfois, c'est pas pour Circulation, mais ce sera pour d'autres projets ou des choses comme ça. Et après, on a un appel à candidature qu'on mène. On reçoit environ entre 900 et 1000 dossiers par an, ce qui est énorme. Et donc il y a tout un travail de dépouillement qu'on fait aussi, alors là avec le comité et aussi avec l'ensemble des bénévoles du collectif, parce que c'est important d'impliquer l'ensemble du collectif Fêtard dans ce regard-là. Et là, ça nous permet aussi de découvrir beaucoup de pépites sur toute l'Europe, des choses qu'on n'aurait pas découvert autrement que par ce biais-là, parce que ça nous fait sortir un peu aussi de un peu la zone de confort qu'on a, des lecteurs de portfolio, des festivals ou de nos habitudes de veille. Donc c'est un peu ce gros melting pot qu'on fait surtout à partir de la fin du festival, donc à partir de juin jusqu'à fin septembre. C'est une grosse période à ce niveau-là. C'est effectivement un moyen pour nous de représenter le plus de pays possible aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, on a un festival de la jeune photographie européenne, enfin de la photo émergente européenne. Et on a cette année, par exemple, 13 nationalités différentes. Et on essaie, grâce à ces 2 méthodologies de sélection d'artistes, d'aller aussi à la découverte de zones, de régions de l'Europe qui sont peut-être un peu plus éloignées, un peu moins évidentes, un peu moins liées à notre pays ou des artistes qui viennent aussi moins sur le territoire français. Et on a également un focus chaque année. Cette année, c'est le focus Arménie qui nous permet aussi de donner une vision de la scène artistique, photographique du pays sélectionné avec 4 artistes et des échanges, des tables rondes sur le sujet pour vraiment permettre au public de découvrir un terreau de photographie émergente dans un pays en particulier. Avant de revenir sur la thématique et les focus que vous posez à chaque édition, vous avez employé un terme que l'on pourrait croire technique, mais il semblerait important peut-être de repréciser. Qu'est-ce qu'une lecture de portfolio ? Ah oui, pardon, de formation professionnelle. Les lectures de portfolio, c'est des événements que nous on organise, mais qui s'organisent dans énormément d'espaces de photographie, de festivals, dans plein d'endroits différents, où en fait c'est des moments de rencontre entre des professionnels de la photographie et des photographes. Et en fait, c'est un peu le speed dating de la photo.
c'est des rendez-vous de 20 minutes où le photographe a la possibilité de montrer son travail et d'arriver avec des questions à plein de niveaux différents, que ce soit au niveau de la création, au niveau de son possibilité d'exposition. Et c'est un rendez-vous de 20 minutes. Nous, on y participe du coup souvent. Il y en a qu'on organise. On en organise à chaque fois pour quasiment tous nos événements. Et on est souvent invité sur d'autres festivals, à d'autres moments, un peu partout, en France et en Europe. Donc on a la chance de pas mal voyager. Et c'est un des meilleurs moyens, parce qu'on est en contact direct avec le ou la photographe. Il y a un échange qui se fait. Parce que il y a la limite aussi d'envoyer ses dossiers. Évidemment, on a une expertise dans le dépouillement de dossiers, de regarder les images, de lire des notes d'intention. Mais c'est jamais la même chose qu'un rapport humain. Donc c'est vrai que c'est très important pour nous d'organiser et de faire des lectures de portfolio. C'est un bon biais. On aime bien ça. C'est un vrai moment privilégié, ces lectures de portfolio pour nous, effectivement, mais aussi pour les artistes, les photographes, qui vont avoir un retour sur leur travail, qui vont pouvoir éventuellement le faire évoluer s'ils ont des besoins particuliers, et surtout qui vont pouvoir se faire repérer par des professionnels de la photo, et donc avoir des possibilités de diffuser leur travail par ailleurs. Pourquoi avoir choisi de vous intéresser à l'émergence, aux artistes qui démarrent, et à quoi vous reconnaissez le potentiel face à un dossier de candidature reçu, comme vous venez de l'évoquer ? Alors parfois c'est assez subjectif le potentiel. On va regarder bien sûr la qualité du travail, on va regarder la composition de ce travail, le regard du photographe aussi sur le sujet qu'il veut traiter. Et puis surtout, nous, notre méthode, c'est de s'intéresser à la visibilité qu'a déjà eu le photographe sur le territoire français. Là, j'ai pas vraiment en question parce qu'un photographe peut tout à fait démarrer sa carrière de photographe à 40, 50 ans, 60 ans. Donc il s'agit vraiment d'aller chercher ceux qui commencent un projet, qui commencent un travail photographique intéressant. Et donc certains sortent d'école, sont tout jeunes, et puis d'autres vont avoir une reconversion professionnelle ou quelque chose comme ça. Donc on regarde ça, on regarde donc s'ils ont déjà exposé en France ou pas, et en fonction de tout ça, on sélectionne ceux qui sont donc les plus émergents. Pourquoi est-ce que c'est pertinent ? C'est parce que ce sont des artistes qui n'ont pas encore rencontré le public, et que le public n'a donc pas encore vu, et qui sont en début de carrière, et qu'il faut justement valoriser. Nous, on veut vraiment servir de tremplin à ces artistes-là. On sait qu'avec le festival Circulation, maintenant, on peut leur donner une grosse visibilité, que ce soit médiatique ou grâce à notre présence au 104 tous les ans. C'est vrai qu'on cherche vraiment un peu à les propulser, à leur faire rencontrer d'autres professionnels de la photographie, et puis à diffuser au maximum leur travail tout au long de l'année durant laquelle on travaille avec eux. Qu'est-ce qui guide justement un choix, une sélection, comme vous l'avez précisé, vous êtes 10 regards, 10 singularités, 10 sensibilités, et vous arrivez à trouver une forme de consensus pour composer comme ça une exposition à multiples entrées possibles. Mais qu'est-ce qui anime à un moment ou à un autre, dans une direction commune, cette sélection ? Comment vous arrivez à créer un consensus en dehors même de la démocratie du vote, je dirais ? Je pense qu'il y a un fort engagement, faut le dire, il y a beaucoup de conversations entre nous. C'est hyper important, ça prend du temps de faire cette sélection-là. C'est des longues soirées jusqu'à tard le soir, mais c'est super, ça qui est hyper intéressant. Et je pense qu'après, il y a quand même on a quand même une certaine forme, mais on a une pluralité des regards, mais avec une ligne artistique qui est assez représentative de Circulation ou des projets fêtards en règle générale. Et du coup, on a tout un engagement vis-à-vis de ça, où on se rejoint en fait. On a toujours un point médian où on va se rejoindre, et où on sait que justement la diversité, elle va se permettre de se faire au niveau du fait de ah oui, mais moi j'ai une sensibilité vis-à-vis de ce projet-là, peut-être pas toi, mais le fait que moi j'en ai une, c'est qu'il y a un intérêt et qu'il y a une possibilité d'avoir une diversité à ce niveau-là, et que c'est cette pluralité de nos regards qui permet de faire cette entrée c'est plusieurs entrées en fait possibles à Circulation. Après, c'est toujours dur de définir exactement. Enfin, il n'y a pas de formule magique. De voir tout ce qui se passe tout le temps, on est tout en veille permanente. Nous, on essaye toujours d'essayer de voir un peu les tendances qui vont se faire, les tendances de demain, d'essayer de trouver un peu les nouveaux photographes qui font des choses un peu différentes. Donc, forcément, on est toujours en alerte et à se montrer des dossiers, à en regarder. Il y a un moment donné où ça ressort et voilà. Et c'est pour ça qu'il y a sur une grande table, on met tout à plat.
travail, on est regarde, ça marche ensemble, non ça marche plus, et si ça remarche, je sais pas. Oui, tout à fait. Et en fait, on cherche aussi une complémentarité des projets, à avoir des projets qui se répondent un petit peu. On n'a pas de thématique au festival, on est vraiment sur le plan large en photo émergente européenne. Et c'est vrai qu'on cherche quand même à avoir une diversité des approches, une diversité des procédés artistiques, à avoir bien sûr une diversité des nationalités, c'est important pour représenter l'Europe. Et on va un petit peu avec ces critères-là, avec la ligne artistique aussi qui s'est construite au Festival Circulation depuis ses débuts, on va chercher à avoir un ensemble qui se répond bien, qui fonctionne bien. Et voilà, je pense que c'est après, comme le disait Clara, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges et aussi le fait de savoir mettre un petit peu son ego de côté. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à fonctionner dans un collectif. C'est en se disant que peut-être qu'on adore un projet mais qu'il n'est peut-être pas tout à fait fait pour circulation et accepter que les autres aussi amènent ce regard-là en plus et sélectionner ensemble et pas uniquement parce que soit on a pensé que c'était vraiment le projet qu'il fallait exposer. Donc c'est un sens de l'écoute aussi qu'il faut avoir. Justement, vous le disiez, vous vous intéressez à l'émergence chez les artistes européens, mais pour vous, l'Europe n'est pas politique mais territoriale. D'ailleurs, cette année, vous faites un focus sur l'Arménie, vous l'avez dit aussi, un territoire qui a connu en 2019 une guerre sur la région du Haut-Karabakh. Comment vous avez travaillé à sélectionner les artistes de ce focus et est-ce que la dimension politique de ce territoire a été un peu importante dans vos critères ? En fait, ça fait 4 ans qu'on organise les focus au sein du festival. L'objectif, c'est vraiment de mettre en lumière un terrain photographique et une scène photographique qui est assez peu connue du grand public, mais c'est aussi, ça se fait souvent par des rencontres. Et l'Arménie, en fait, on a eu la chance d'être invité par l'ambassade de France d'Arménie pour faire une exposition l'année dernière, en 2020, sur un regard croisé entre la jeune photographie française et la jeune photographie arménienne. Donc ça a été organisé en parallèle de circulation en mars 2020 à Erevan. Et donc on a pu découvrir, moi j'ai été sur place, on a fait l'exposition là-bas, c'était 5 artistes, 2 Français, 2 Arméniens et 1 Franco-Arménien. Et on a vraiment découvert une scène là-bas sur place. Qu'on ne connaissait pas, honnêtement, et surtout une scène diversifiée parce qu'on aurait pu avoir un regard un peu justement d'une photographie plus journalistique au documentaire qui est très présente là-bas et que nous on représente peut-être parfois moins à circulation, surtout journalistique. Et en fait on s'est rendu compte du potentiel qu'il y avait, de la diversité, de l'envie qu'il y avait des photographes là-bas. Et c'est vraiment né de cette rencontre, de cet événement. Donc en rentrant de Erevan, on a décidé de faire le focus sur l'Arménie, ça semblait assez logique. Et on a fait un appel à candidature spécialement sur l'Arménie avec le réseau qu'on avait un peu monté là-bas et on a reçu plusieurs dossiers et c'est comme ça qu'on a fait la sélection. Et après, effectivement, pour rebondir sur ta question, quand on va sur des territoires comme ça, avec une importance politique si forte et surtout, c'est une actualité du pays qui est primordiale, on ne pouvait pas ne pas en parler et c'était même tellement important qu'on voulait montrer plusieurs regards de cette guerre qui exerce encore, puisque les derniers conflits étaient 2019. Et du coup, on a décidé de choisir 2 projets qui parlent de la guerre de manière très différente. Un projet un peu plus sur le terrain, en fait, qui s'est vraiment fait sur le moment, sur le terrain, pendant les conflits. Et un qui est au long cours, avec un photographe qui a commencé pendant les conflits, mais qui suit encore son travail, parce qu'il fait un travail avec des familles qui sont à Erevan ou qui essayent de revenir dans leurs espaces qui ont été complètement détruits. Donc oui, c'est vraiment le focus, ça permet de mettre en avant une scène artistique, mais aussi de parler d'un pays, de parler d'Europe, qui, on le sait dans l'actualité du moment, qui est plus qu'important. Voilà, d'avoir un espace d'exposition, de dialogue et de passer par l'art pour le faire. Et en même temps, voilà, on est là aussi pour parler du travail de Sona ou de Karen qui parlent pas du tout de la guerre du Haut-Karabakh, parce que l'Arménie, c'est ça aussi, c'est autre chose. C'est une jeunesse, c'est des artistes qui, comme Karen, font des grands portraits très théâtrales, très mis en scène, très contemporains. C'est hyper important pour nous de rappeler aussi qu'il y a d'autres photographes dans d'autres pays et de mettre un peu en avant ces pays-là. J'invite en première partie l'artiste brésilienne Lívia Melzi. Je voulais du coup vous entendre un petit peu sur peut-être son travail ou les motivations peut-être qui ont guidé sa sélection pour qu'elle fasse partie de l'édition 2022 de Circulation. En fait, on a rencontré Lívia sur les rencontres photographiques du 10e, qui est un événement qu'on organise dans le 10e arrondissement de Paris tous les 2 ans, donc dont on a la direction artistique. Lívia a postulé du coup à l'appel à candidature des rencontres photos du 10e et on a exposé une partie de son travail avec
Emmanuel Alquin, qui était à la direction artistique de ce projet-là. Et en fait, c'est une telle ampleur le travail d'Olivia. Il y a tellement de chapitres, c'est tellement dense. On savait tellement qu'on pouvait montrer qu'une toute petite partie aux rencontres photos du 10e, qu'on a eu l'envie qu'elle prenne sa place aussi à Circulation pour en montrer une autre figure et un autre verre, et que c'était important parce qu'aux rencontres photos du 10e, l'expo était en extérieur, donc ça, les contraintes que ça a, et ça demande aussi d'ajuster le regard, de montrer certaines choses. Et dans l'espace qu'on peut lui confier à Circulation, il y avait cette possibilité plus muséale, qui est une grande part de son travail, qu'on pouvait lui offrir, que ce soit au niveau du discours qu'elle a, au niveau de l'éclairage. On avait tout cet petit espace à lui confier. On sait que Livia, en plus, elle a cette sensibilité à la scénographie, à faire des œuvres in situ qui concrétisent son travail aussi. Et donc c'était assez évident qu'on avait envie de continuer notre collaboration avec Livia et de lui donner un autre espace pour parler d'une autre facette de son projet qui est tellement dense et intéressant que elle pourrait encore remplir tout le 104, donc ça va. Le festival Circulation 2022 est accessible jusqu'au 29 mai au 104 à Paris. Et le travail de Livia Melzi sera de nouveau visible à Paris, au Palais de Tokyo, en octobre 2022. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Sauti, disponible sur les plateformes d'écoute, et merci de votre écoute.